Aujourd'hui, on va parler d'évaluation, mais ce n'est pas le thème central puisque c'est la construction de sa progression grâce au curriculum. Alors, n'étant pas en secondaire, moi, je vais avoir des questions tout à fait naïves. Voilà. Donc, je m'en excuse. Enfin, non, je n'ai même pas à m'en excuser. Je sais que le fait de poser des questions naïves permet d'expliciter. Et notamment pour les jeunes collègues, je pense que les questions naïves seront intéressantes pour eux. Alors, commençons. Nous, en primaire, on construit nos progressions par matière. D'accord? Et j'aimerais bien savoir quelle est la place des progressions dans le travail enseignant en secondaire. Et vous en construisez à partir de quoi, comment? Voilà. Ce terme de progression, ça veut dire quoi dans le secondaire? Alors, c'est très large comme question. La progression, elle peut être vue de deux façons différentes, mais globalement, c'est ce que la classe va faire à un certain moment de l'année. Alors, quand on parle de la classe, tout de suite, il y a cette différenciation et dont on va beaucoup parler pendant cette heure, c'est ce que l'enseignant va faire et ce que les élèves vont faire. Et c'est pas forcément la même chose, hein. On voit bien que souvent l'enseignant il parle de choses, mais les élèves ils retiennent pas tout. Et il y a aussi, ça c'est voilà, donc traditionnellement, on prend le manuel ou le programme, on découpe en chapitres et on colle sur les semaines. Ok. C'est pas la façon la plus optimale de faire, ça pose pas mal de problèmes, notamment qu'est-ce qui se passe si à la fin de la semaine dédiée, les élèves ne maîtrisent pas le point. Qu'est-ce qu'on fait? Et aussi, qu'est-ce qu'on fait en mai quand ils oublient ce qu'on a fait en octobre? Et donc, du coup, ta proposition? L'idée, c'est de partir, voilà, quand on fait cette progression de façon classique, c'est-à-dire de partir du livre et de d'écrire, on est vraiment sur ce dont le prof va parler. Donc, du coup, ça pose des questions du type, comment moi, en tant qu'enseignant, je fais si les élèves n'ont pas compris, mais on est vraiment centré sur le prof. Et c'est normal parce qu'on part du programme. Alors, le programme, c'est ce dont le prof doit parler. D'accord ? Pour ça, en formation, je dis souvent, le programme, c'est pas très compliqué. Il suffit de le lire le 3 septembre et il est fini. Ce que tu dis, c'est que la mission, c'est de présenter aux élèves la totalité du programme. D'accord ? Quand on dit, est-ce que... Mais oui, mais je vais pas finir le programme, on le dit bien d'ailleurs, on dit... Oui, tout à fait. Je vais pas finir le programme. On dit pas, les élèves ne vont pas finir le programme. Et on voit des choses, typiquement, j'ai fait le programme parce que j'ai des plein de polis ou des choses comme ça. On voit bien, le programme, c'est quelque chose qui est très enseignant-centré. Et d'ailleurs, une façon toute bête de le voir, c'est qu'il y a deux façons de voir. Très simple, c'est quand à la fin de l'année, tous nos élèves ne maîtrisent pas tout le programme, c'est pas très grave. En fait, dans l'autre sens, jamais tous nos élèves ne maîtrisent tout le programme. Donc, si jamais il y a un viewer là qui dit non, mais moi, j'y arrive tous les ans, tous mes élèves maîtrisent tout le programme, il m'envoie un message parce que je suis très, très curieuse de savoir comment il fait. Vraiment, je viens dans ta classe, j'apprends. Mais jusque-là, j'ai rencontré personne. Donc, ça prouve bien que le programme, en fait, c'est pas quelque chose pour les élèves. Sinon, l'inspecteur, quand il viendrait, il vous dirait oui, mais vous voyez, tel élève, il ne maîtrise pas tel point du programme, c'est pas normal. Alors, c'est pas ce qu'il fait. Il regarde dans le texte si on l'a abordé, si le prof l'a abordé. Voilà. Et d'ailleurs, on voit bien quand on regarde le nombre de nouveaux mots introduits. Il y a des chercheurs en sciences cognitives qui avaient fait ça. Ils ont regardé le nombre de mots introduits en 6e. Ouais. De nouveaux mots introduits en 6e. Et on est arrivé, je crois, à 4 à 10 fois plus, je ne sais plus exactement pas. Au moins 4 fois plus. Le nombre total qu'un cerveau des très bons élèves en 6e est capable de faire. Ok. Donc, c'est juste pas possible. C'est pas que les profs sont mauvais. A priori, les cerveaux des élèves sont pas faits pour ça, quoi. C'est pas possible d'ingérer tout ce niveau, tout ce qui est demandé avant. Et du coup, ça pose des problèmes. Alors, je pense qu'en première, vous l'avez moins, mais en secondaire, on se base sur les choses qu'on a fait l'année d'avant. Sauf qu'en fait, comme l'année d'avant, on a fait tout ça, les élèves ont retenu que ça. Physiologiquement, ils ne peuvent pas retenir plus. Et du coup, s'ils ont pas retenu les bonnes choses, on galère, on reprend. Et du coup, on a cette impression de Sisyphe, un peu de refaire toutes les ans la même chose. Et c'est pas, enfin, en début de carrière, on se dit, ah, mais ils exagèrent les collègues. Et à un moment, on a les mêmes élèves que ceux qu'on a vus l'année d'avant, et on fait, mais le collègue, c'était moi. Oui, c'est ça. En fait, oui, c'est moi. C'est moi. Donc, en fait, il y a un problème plus profond que juste les collègues exagèrent, c'est qu'il y a un problème de fond qui, pour moi, vient de ça. Et donc, l'idée, c'est de partir sur le curriculum.
Mais finalement, il y a peut-être une autre manière d'envisager les choses, c'est que finalement, c'est normal. C'est normal de ne pas retenir tout et c'est normal d'avoir à revenir sur une notion qui a été euh, abordée, présentée l'année d'avant et on l'approfondit. Alors, oui et non. Dans le Ok, sens où c'est normal, oui, mais c'est sous-optimal. Notamment ok. quand on regarde la courbe de l'oubli, un an après, Mm. qu'on l'ait vu un an avant, qu'on ne l'ait pas vu un an après, l'oubli est trop profond Mm. pour que ça, cognitivement, ça ait du sens. Ok. Si on veut revoir les choses, il faut, je crois que c'est 2 mois maximum, 2-3 mois. Mm. Donc Mm. un an, c'est beaucoup trop long. Donc Mm. l'idée, c'est, bien évidemment, avec la logique du curriculum, à la fin de l'année, il va y avoir de l'oubli, etc. Mais l'oubli ne sera pas complètement. Et du coup, ça nous permettra de remettre l'année prochaine une couche. Donc, on n'arrivera pas forcément. Ça dépend aussi quel niveau on veut aller. Hein. On n'aura pas forcément des élèves qui seront attaqués sur tout. Mais au moins, ils diront ah, mais je sais de quoi parler. Et hop, comme il y a déjà quelque chose, là, on va pouvoir enclencher l'apprentissage solide, profond. Et donc, du coup, le curriculum, c'est quoi? Enfin, voilà, c'est quoi que tu mets derrière ce terme? Voilà, ce que je mets derrière le terme, qui vient un peu du monde anglo-saxon, c'est qu'est-ce que les élèves doivent maîtriser. Donc, c'est pas. C'est assez différent, en fait. Et ça veut dire que à partir finalement de cette globalité qu'est le programme, que j'ai pour mission de présenter à mes élèves, c'est une sorte de priorisation? C'est une sorte de priorisation, une sorte de focalisation aussi. Et c'est là que le lien avec l'évaluation est très important. C'est-à-dire que je vais faire le programme, d'accord, concrètement. Voilà, on fait le programme, le prof va faire le programme, mais on va s'assurer que tous les élèves maîtrisent le curriculum. Et on va leur dire ce que c'est, pour être sûr qu'ils soient dans de bonnes choses. Et aussi, c'est ça que je vais évaluer du coup. Ce que je vais évaluer, c'est le curriculum. Ok. Et comment tu passes de l'un à l'autre? C'est-à-dire comment tu passes du programme au curriculum? Alors, ok, j'ai bien compris le principe, mais concrètement, qui fait le choix de ce focus? Qui fait le choix des compétences à mettre en avant et à m'assurer que mes élèves maîtrisent? Voilà, je fais comment? Alors, il y a 2 façons de faire un peu différentes suivant que vous avez l'expérience ou pas. Donc, quand on est idéalement, il faudrait enseigner la matière 1 année, 2 années, 3 années, pour vraiment avoir l'idée de là où sont les problèmes des élèves et construire le curriculum. Donc, les matières que vous avez déjà eues plusieurs fois, etc., c'est notamment de partir des erreurs des élèves. Quelles sont les erreurs? Comme de toute façon, là, ce que vous faites, c'est le programme. Donc, s'il y a des erreurs qui persistent chez les élèves, ça prouve bien que faire le programme ne fait pas cet apprentissage-là et que donc, il faut passer dans le curriculum. Donc, qu'est-ce que les élèves ont du mal? Quelles sont les erreurs récurrentes que je vois tout le temps arriver? Ou alors, quels sont les points hyper importants dont je sais qu'ils en auront besoin l'année prochaine? Le soft, quoi. Ça. Voilà, le soft. Si on est dans une classe à examen, du coup, la question, ça va être quelles sont les choses qu'ils ont vraiment besoin pour faire l'examen. Et si on n'a jamais, ça nous arrive des fois, on commence une discipline. Cette année, je commence l'enseignement scientifique. Là, on part du BO. Mais vraiment avec beaucoup de recul, en moyen de se dire, voilà, etc. Donc, je vais être très honnête, quand on est stagiaire, néo-titulaire, c'est compliqué. Donc, l'idée, c'est idéalement de construire en équipe. Idéalement, ça se construit en équipe disciplinaire sur un établissement. Pour voir là où, en tant qu'équipe, on peut mettre les choses importantes, etc. Après, vas-y. Non, mais du coup, il en existe, de déjà construit. Est-ce qu'on peut en trouver? Alors, le terme, il n'y a pas de banque de curriculum en France. D'accord. C'est tout ce qui se font dans le monde anglo-saxon, on peut aller regarder. Après, ça vaut le coup. Après, on peut aussi, c'est aussi quelque chose qu'on peut lancer dans l'équipe, de dire, on va construire un curriculum. On peut le faire, hein, mais il faut aussi dire, est-ce qu'on peut se poser. Moi, quand je l'ai fait, je n'avais pas le terme de curriculum, c'était il y a 7 ans, enfin, peut-être un peu plus maintenant. Et j'aurais dit, en fait, j'aimerais qu'on se pose et qu'on réfléchisse à quelles sont les choses qu'on veut que tous nos élèves maîtrisent. Donc, on retrouve un petit peu cette notion de socle commun avec quelqu'un qui avait ce curriculum. Mais c'est plus précis que le socle commun. Parce que pour moi, c'était grand thème, la curriculum. Donc, l'idée, c'est de découper ce curriculum en objectifs d'apprentissage.
Ce n'est pas un objectif pédagogique, c'est pas ce dont je parle, c'est un objectif d'apprentissage que les élèves doivent avoir maîtrisé. Et donc, tout ce qui va faire que le curriculum va être utilisable ou non, c'est la taille de ces objectifs. C'est-à-dire qu'on peut avoir des objectifs tout petits. Ça peut être, par exemple, conjuguer le verbe être, ou avoir le bon nombre de chiffres après la virgule, ou en philo, ça peut être, je sais pas, maîtriser, connaître le nihilisme, par exemple. Et ça, alors c'est facile à évaluer, ça. Du coup, parce que comme c'est petit, c'est facile à évaluer. En primaire, souvent, vous avez des... Alors, plus les enfants grandissent, plus les intitulés vont changer, etc. Mais du coup, quand c'est trop petit, on se retrouve avec ces fameuses usines à gaz avec des tonnes sur l'année, etc. Et du coup, on fait aussi rentrer nos élèves en surcharge cognitive. Parce qu'on a remplacé un énorme programme par un énorme curriculum. C'est pareil, c'est le même problème. Donc, pour être sûr qu'ils ne soient pas trop petits, la règle que je donne empiriquement, c'est qu'en gros, vous regardez le nombre d'heures que vous avez par semaine. Si j'ai des élèves 1 heure par semaine, alors leur cerveau peut avoir 4 objectifs d'apprentissage par an. Donc, si je les ai 1 heure, 4 par an. Si je les ai 1h30, 6 par an. Et si je les ai 4 heures, 16. Au-dessus de 16-20, je pense par exemple aux filières technologiques qui peuvent avoir leurs élèves beaucoup. Au-dessus de 20, même si on les a beaucoup, c'est beaucoup. Donc, il y a un petit peu une limite haute à 20. Très bien, c'est très concret. Moi, j'aurais une question. Dans la préparation, on faisait bien la différence, enfin, tu faisais bien la différence entre les apprentissages et les performances. Ouais. Et du coup, je veux bien que tu explicites ça parce que je pense que c'est important. Alors, traditionnellement, on fait le programme. Donc, le prof parle des trucs. Et à la fin, on fait une évaluation des performances. C'est-à-dire qu'on va regarder sur une épreuve à temps limité, quel pourcentage d'élèves maîtrisent sur ce qu'on lui demande. Donc, typiquement, si je prends les métaphores du sport, j'aime bien les métaphores du sport parce que ça parle à tout le monde. C'est-à-dire que je vais préparer les élèves à une course. Je vais dire, voilà, il faut courir comme ça. Je leur montre comment courir. Je dis, maintenant, entraînez-vous. Et je leur montre comment utiliser le starting block. Je dis, voilà, entraînez-vous, vous faites des cours. Et à la fin, je mesure leur temps. C'est une performance. Je trouve que c'est intéressant, une performance, mais il n'y a pas de corrélation exacte entre la performance et les apprentissages. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un élève, donc le temps, si vous voulez, ça ne correspond pas à la note. On peut avoir un élève qui a une très bonne note sans avoir appris, par exemple s'il a triché, ou s'il a copié sur son voisin, ou s'il avait fait l'anal la veille parce qu'il l'avait chopé sur Internet. Et on peut avoir un élève qui a pas mal appris, et qui fait une mauvaise performance, ça marche même en sport, par exemple, parce qu'il stresse. On les connaît, tous ces sportifs qui cèdent sous la pression. Et en fait, ils ont les compétences, ils savent faire, mais juste pas en situation de performance. Donc, le problème, c'est que traditionnellement, on évalue comme dans l'examen, puisque c'est la seule fois de notre carrière où on montre comment évaluer. Donc, on va calquer ce mode de l'examen sur ce qu'on fait en classe. En fait, c'est pas optimal parce que, notamment à l'examen, on ne connaît pas les élèves. Il faut qu'on ait plein d'informations. Le but, c'est de chercher le plus d'informations possible sur la copie parce qu'on n'a que ça. Là, nos élèves, on les a en face, on les connaît, on a plein d'infos. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher la performance. C'est pour ça que l'idée, c'est de partir plutôt sur l'évaluation des apprentissages. Et du coup, le curriculum, c'est les objectifs d'apprentissage. Des objectifs d'apprentissage, donc en gros entre 4 et 20, suivant le volume hebdomadaire que vous avez. Et on va regarder, dans différents contextes, comment est-ce que les élèves maîtrisent ces objectifs d'apprentissage. Si je vois qu'un élève montre qu'il maîtrise tel objectif, je dis, tel objectif, c'est bon, il est validé. Je vais faire ça sur 2-3 contextes différents. Puis quand l'élève a validé sur 2-3 contextes différents, celui-là, c'est bon, il est validé. Maintenant, il faut passer aux autres. Ce que j'entends, ce que je comprends, c'est que ce qui fait partie de ce curriculum, c'est des compétences qui sont transverses, finalement. Alors ça, c'est l'autre chose. Pour que ce soit utilisable, il faut que les objectifs d'apprentissage soient mobilisables au minimum sur 40% du programme. Des activités, pas du programme. Des activités. Quand vous faites des activités avec les élèves, il faut que ça soit mobilisable sur 40%. Donc typiquement, un objectif d'apprentissage qu'on va retrouver dans toutes les matières, parce qu'il a à voir avec la formation des concepts, etc., c'est
un objectif lié au vocabulaire employé. Donc moi, en français, en physique, je vais avoir le vocabulaire scientifique, mais ça va être le vocabulaire littéraire, ça peut être les mots, parce qu'en fait, c'est aussi lié aux leçons. Donc on a forcément un objectif d'apprentissage sur l'utilisation du vocabulaire, qui du coup est utilisable typiquement ça, c'est utilisable sur 99% Tout à fait. des activités élèves. Et après, il faut toujours se dire, ok, est-ce que c'est utilisable, est-ce que c'est mobilisable dans 40% des activités? Donc, dans au moins 40% des Au activités. moins 40%. Ok. Parce que sinon, si l'élève ne l'a pas fait au moment où on finit le chapitre, on va galérer. Alors, il y a un petit bémol, on peut descendre à 25%. Des fois, il y a des choses, moi je vois en physique, la quantité de matière, c'est hyper important. Mais ce n'est pas 40%. Donc, on peut descendre jusqu'à 25%. Il se trouve que même ça, c'est pas 25%, c'est pas... donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais gonfler ce chapitre-là. Et là, le lien, la progression est là, c'est-à-dire que je vais gonfler. Je vais en mettre un peu partout dans l'année. Parce que comme c'est hyper important, et du coup, on retrouve ce lien logique entre si c'est hyper important, il faut le faire plusieurs fois. Plusieurs fois. Le réactiver. Réactiver, etc. Oublier ça un nous peu, force à réactiver et à mettre dans la progression ce qui est vraiment important. Parce qu'on dit, mais ce truc-là, les élèves ne l'ont pas validé. Si les élèves l'ont pas validé, c'est qu'il faut le refaire. C'est bien parce que ça permet de revoir un peu le vocabulaire qu'on utilise. Il y a Carolette qui pose une question. Alors, hormis tous nos spammers, là, mais on les voit pas sur Facebook. Il n'y a que nous, Marie-Camille, qui les voyons. Il y a Carolette qui pose une question. Tu dissocies du coup les savoirs et les compétences. Et ça, je trouve que c'est intéressant de faire un stop là-dessus parce que ça clarifie beaucoup de choses. Alors, sur le vocabulaire, Sur le vocabulaire, je tendance à pas couper les cheveux en quatre et à prendre une approche qui vient plus des sciences cognitives que des sciences de l'éducation. C'est-à-dire, c'est un savoir-faire, une compétence, un savoir-être, tout ça. J'ai envie de dire, en classe, on s'en moque. Si l'élève, il doit apprendre à faire ça, il doit apprendre à faire ça, que ce soit une compétence, une savoir-faire, etc. Là où c'est important pour l'enseignant, c'est qu'en fait, il faut voir que les savoirs déclaratifs et les savoirs procéduraux ne sont pas stockés dans la même mémoire. Donc, c'est pour ça que je viens des sciences cognitives. Donc, dans la mémoire à long terme, en gros, on a d'autres mémoires, typiquement les mémoires épisodiques qui permettent de se rappeler ce qu'on a fait Noël dernier. Ça, pas vraiment utilisable en classe, mais en classe, dans le milieu académique, les deux mémoires importantes, c'est donc mémoire sémantique, les mots, les concepts. C'est pour ça qu'il y a un objectif de vocabulaire, parce que les concepts se forment dans la mémoire sémantique grâce au vocabulaire associé. Et les gestes au sens large, c'est-à-dire les schémas mentaux, c'est-à-dire la façon dont ces idées vont être alignées, mais aussi les gestes qui vont être dans une autre mémoire procédurale. Procédurale, Et alors, du coup, moi, plutôt que de parler de savoir-faire, tout ça, machin, j'aime bien parler de savoir, tout ce qui va être en mémoire sémantique. D'accord ? Qu'on peut, qui du coup va rentrer dans le curriculum, dans un objectif d'apprentissage, il a forcément un savoir déclaratif associé. Et après, donc les savoirs, après au-dessus, je mets des automatismes. Ça, c'est dans certains. Je vais mettre les choses que tout le monde a peut-être. Au-dessus, il y a les schémas mentaux. Ça veut dire cette façon d'associer les idées entre elles. Ça va être, typiquement comme exemple, ça va être écrire une introduction en français. D'accord ? Je sais qu'il y a ça, puis ça, puis ça. Puis ça. Ça va être... je cherche un autre exemple. Ça peut être analyser un document en histoire. Donc ça, c'est des schémas mentaux. En physique, ça va être apprendre à utiliser les unités, par exemple. Et si on veut vraiment de ces schémas mentaux, donc un schéma mental, c'est quelque chose où quand on fait rentrer un côté, hop, le schéma rentre en mémoire de travail, et du coup, l'élève est capable de sortir. Et des fois, on a besoin que ce schéma il soit complètement automatique. C'est ce que je dis à mes élèves, c'est ça va plus être dans le cerveau, ça peut être dans le stylo. Typiquement, on a beaucoup en mathématiques. Et donc là, il faut le travailler encore plus pour aller au niveau des automatismes, qui est aussi stocké en mémoire procédurale, mais il y a eu beaucoup de... C'est devenu automatique, il n'y a plus besoin de les réfléchir. Oui, c'est ça. C'est le fameux exemple d'apprendre à conduire. Au départ, exactement. Quand on apprend à conduire, on verbalise l'embrayage. Je verbalise tous mes gestes. Je peux en oublier, mais voilà, je réactive à chaque fois. Et à un moment, je n'y pense plus. Je le fais de façon automatique. Et effectivement, c'est cette mémoire procédurale.
Et tu parlais de différenciation alors c'est peut-être pas le sujet, mais je pense à certains élèves 10 normalement qui ont besoin d'être très accompagnés sur cette procédure qui a du mal à devenir automatique. Alors, moi, j'avoue, je ne suis pas très 10 tout ça. Je suis plus dans le côté classe adaptative, c'est-à-dire comment je fais un système qui fonctionne pour tout le monde, y compris ceux qui ont des troubles de l'apprentissage. Tout à fait. Il se trouve que quand on fait quelque chose qui fonctionne pour ceux qui ont des troubles de l'apprentissage, ça fonctionne très bien pour les autres. Donc, du coup, je fais la même chose pour tout le monde. Et l'idée, c'est ça, c'est-à-dire que ces objectifs d'apprentissage, ce qu'il faut voir, c'est que créer l'automatisation, ça prend du temps. Donc, il faut aller repérer. S'il y en a certains où il faut vraiment aller chercher l'automatisation, il va falloir dégager du temps en classe pour le faire. Voilà, c'est du temps de réactivation, etc. Et voilà. Alors, concrètement, peut-être un peu plus concrètement, parce que là, j'étais un petit peu flou. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis l'objectif d'apprentissage, on sait que pour être validé, l'élève va devoir montrer qu'il maîtrise ce schéma mental sur au moins 3 contextes différents, à 3 moments de l'année. Si c'est quelque chose qu'on ne cherche pas forcément à automatiser, c'est suffisant. Il a su faire en y réfléchissant 3 fois. OK, ça suffit pour cette année. Si c'est quelque chose qu'on veut qu'il sache faire sans réfléchir, ce n'est pas suffisant. Donc là, il va falloir aller mettre en place dans l'emploi du temps des heures de... moi, je mets de l'évaluation des automatismes, parce que du coup, pour eux, c'est des contrôles. Mais en fait, ce qui compte, ce n'est pas la révision qu'ils ont fait avant, c'est ce qu'ils vont faire pendant cette heure. Ils vont essayer de le faire le plus vite possible, etc. etc. C'est les gammes du pianiste, quoi. Oui, c'est ça. C'est les gammes du pianiste. Dans la préparation, toujours, hein, je reviens à ce qu'on s'était dit dans cette construction. Donc, on part des objectifs. Et tu parlais d'évaluation et de critères de validation. Et je veux bien que du coup, tu fasses un focus sur ces critères de validation. L'idée, c'est que le curriculum permet de passer de l'évaluation des performances à l'évaluation des apprentissages, vraiment sur ce que les élèves ont appris. Donc, l'idée, c'est qu'à tout moment, si je dis à tel enseignant, est-ce que tu peux me dire où tel élève en est de son curriculum, on peut dire, il a validé ça à moitié, il a validé ça, et on sait à tout moment où en est chaque élève. Et du coup, j'ai perdu ta question. On en était aux critères de validation. D'accord. Donc, pour que l'élève puisse être validé et que nous, on puisse dire, OK, c'est bon, il va falloir dire à l'élève ce qu'on attend de lui. Voilà. Donc, l'idée, c'est ces 3 questions fondamentales quand on fait cette progression à partir du curriculum, qu'on peut trouver comme backward design, c'est-à-dire on part de qu'est-ce que je veux qu'ils apprennent. Ensuite, comment je vais savoir qu'ils l'ont appris. Et donc, c'est les fameux critères de validation. OK, je veux que l'élève il sache faire une intro. Comment je vais savoir qu'il a su faire une intro? C'est parce qu'au début, il y a une phrase d'accroche, puis ensuite, il présente la problématique, ensuite, il annonce le plan, et après, voilà. Et c'est 4 parties. Ou comment je vais savoir que l'élève maîtrise le théorème de Pythagore? Parce qu'il montre bien que le triangle est un rectangle, puis il donne les 2 côtés qu'on connaît, et il applique la racine carrée correctement pour trouver la dernière valeur. Et donc, il faut être capable de faire ça pour chacun des objectifs d'apprentissage, pour que notamment l'élève puisse être capable d'aller chercher ça. Et souvent, ces critères, ça va être la même chose que ce fameux schéma mental qu'on essaye de construire. Donc, en fait, on est dans la pédagogie de l'explicitation. Oui, c'est-à-dire que tu pars de ce que tu attends, tu es très explicite, toi, sur ce que tu attends, et du coup, c'est ce que tu vas travailler avec les élèves en leur disant, voilà, à la fin, savoir faire une introduction, puisque une introduction réussie, c'est ça, eh bien, on va apprendre à faire ça. Et du coup, on voit bien, je dirais, la construction. On part de l'attendu, on explicite cet attendu et on construit des activités pour que l'élève construise cet attendu. Et du coup, là, on retrouve les 3 questions. Qu'est-ce que je veux qu'ils apprennent? Comment je vais savoir qu'ils le maîtrisent? Et quelles activités je vais faire qui vont leur permettre d'apprendre?
Et pas dans l'autre sens. Ce qu'on fait traditionnellement, c'est le programme. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont mes activités? Oui, tout à fait. Et du coup, une fois que j'ai fait mes activités, je vais faire mon évaluation. Et à la fin, je me Mm. dis, OK, j'ai mon évaluation. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont appris? So what? C'est ça Oui, c'est qu'on ça. met. Oui. On retourne le truc, en fait. Oui, on retourne le truc et du coup, là, on fait de la pédagogie, j'aurais envie de dire. Donc, ça peut être effectivement le moment d'y penser. N'hésitez pas à poser vos questions, même très, très pragmatiques. On va prendre un exemple là pour essayer de construire ça pour nous, en tout cas, de façon très concrète. Alors, il y a Jasmine qui pose une question, mais qui est une question très, très généraliste et à laquelle on ne va pas répondre. Désolée, alors on va dire qu'on essaye d'y répondre dans les propositions que l'on fait sur les ressources. On peut faire un lien avec la classe et le curriculum quand même, qui est que tout à fait. le problème, c'est que le goulot d'étranglement de l'apprentissage humain, c'est cette fameuse mémoire de travail. Cette mémoire de travail, c'est une sorte de table sur laquelle on va poser et les choses qui viennent de la mémoire et les choses qui viennent de l'environnement. Typiquement, les choses de l'énoncé est notre cours. Cette table, elle a un nombre de cases qui est toujours le même. On ne peut pas changer. Il y en a, ils ont 3 cases, il y en a, ils en ont 7. Et ça ne change pas. Mais là où on va changer, c'est que la taille des choses qu'on met dans les cases dépend de ce qu'on a amené en mémoire. Donc, plus on va travailler, plus on va ancrer les choses. L'idée d'un schéma mental, c'est que du coup, au lieu de faire rentrer un truc par case, le schéma mental, hop, remplit une seule case. Si l'élève, il n'a pas le vocabulaire, il n'a pas les schémas mentaux pour le texte, toute sa mémoire de travail est utilisée à comprendre le vocabulaire, comprendre le schéma mental, ce qui se passe dans le texte. Et du coup, il ne peut plus avoir la mémoire de travail libre pour associer les choses. Il y a ce qu'on appelle en surcharge cognitive. Ça, c'est facile à voir même sur les adultes. Si je vous donne, vous savez lire, voilà, on sait lire. Maintenant, si je vous donne une notice de climatisation, vous n'allez pas comprendre le texte. Parce que il y a trop de manque, votre mémoire de travail, elle sera trop surchargée. Donc, ce que tu dis là, pour répondre à Jasmine, c'est que il faut questionner les écrits que l'on propose à nos élèves et en tout cas être tout à fait au clair sur ce que ça nécessite comme compétences, comme process, et pour effectivement ne pas mettre nos élèves en surcharge cognitive. Exactement. Et notamment avec un gros point d'attention sur le vocabulaire. Ouais. En fait, on a vu qu'on n'avait pas accès, je crois que si on maîtrise moins de 90 ou 95% des mots d'un texte, donc c'est beaucoup, on n'a pas accès au sens. Ok. Voilà. C'est pour ça. Il y a un objectif d'apprentissage sur le vocabulaire, ça indispensable. Et par exemple, moi je veux bien là-dessus, c'est intéressant, c'est que finalement sur un texte qu'on peut choisir, même s'il est difficile, parce qu'il y a pas parce que il y a du vocabulaire difficile, eh bien on fait une séance ou un temps de clarification du vocabulaire avant de lancer nos élèves, par exemple. Oui, ou tu peux lancer le texte, du coup, après faire l'explicitation du vocabulaire, ça permet de comprendre le texte, etc. Mais il faut bien, effectivement, pas balancer les élèves sur des mots qu'ils ne connaissent pas sans un moment leur apprendre. Mais c'est ce qui est compliqué quand on débute, je trouve, c'est que on n'a pas tout ça en tête et il y a 10 000 choses à penser devant un support élève que on ne maîtrise pas tout, donc ça peut être la difficulté, quoi. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que la mémoire humaine n'est pas incrémentelle. C'est-à-dire que ce n'est pas comme Google, il ne s'ouvre pas ce qu'il y avait le 3 août, puis ce qu'il y avait le 25 septembre, etc. Donc, une fois qu'on a fait justement nos paquets là de savoir, c'est un paquet. Et lui, il a retenu que ça, notre cerveau. Donc, notre cerveau d'expert, il a le paquet, mais du coup, il ne voit pas comment le découper pour aller au niveau de ça. Et c'est là où le curriculum est hyper puissant comme outil, parce que justement, de se découper, c'est-à-dire, OK, quel schéma je veux qu'il sache? OK, une introduction, c'est quoi? Ça force à expliciter. Ces critères de validation, ils vont forcer à expliciter. Et ça, c'est hyper important en début de carrière. Après aussi, mais en début de carrière, c'est fondamental. Tout à fait. Ça donne des réflexes de pensée, très clairement, pour notre travail. Finalement, la première question qu'on peut se poser, c'est se mettre à la place de nos élèves. Rien que de changer cette posture-là et de se dire, OK,
j'ai 15 ans et je me mets devant ce que je propose, il se passe quoi. Donc, du coup, ça permet peut-être de décentrer. Il y a une question de Carolette, mais peut-être qu'on y répondra un peu plus loin. Il y a une question qui dit donc tu as un genre de fiche récapitulative pour chaque élève pour visualiser ses progressions, ses automatismes validés ou non. Tout à fait. Alors, j'ai pas une fiche par élève, j'ai un grand tableau Excel partagé. Partagé. L'avantage, c'est que moi, du coup, j'ai entre 15 et 20. Donc, j'ai mes élèves là en colonne, 35 élèves. Et les 15 ou 20 objectifs d'apprentissage avec 3 colonnes. Et puis, c'est tout. Ça me fait un tableau. Alors, il est un peu grand. Mais par rapport à ce que je faisais quand j'étais en validation par compétences, où il y en avait beaucoup, enfin, voilà, les livres scolaires, c'est pas 15. Donc là, il n'y en a que 15. C'est les mêmes toute l'année, donc ça permet de l'apprendre, etc. Et qu'il soit partagé pour tout le monde, ça permet aussi aux élèves de voir, ah ben un tel, il est validé sur telle chose, donc je peux aller lui demander de l'aide, etc. J'ai une petite question naïve. Tu dis 3 colonnes. Pourquoi? Parce que j'ai les 3 élèves. validations. Ah, 3 validations. Ah oui, très bien. Je considère qu'il est validé sur 3 contextes différents. Ok, super. Donc une fois qu'il est validé sur 3 contextes différents, on va dire que l'élève les maîtrise, et puis parce que voilà. Ouais, c'est vrai que les choses qu'on n'a pas dit, c'est que du coup, ce qui est puissant, c'est qu'une fois qu'on a donné, c'est un outil élève. Ouais. Donc quand on a donné aux élèves le curriculum, qui est fait de tous les objectifs d'apprentissage, l'élève va pouvoir choisir ce que lui mobilise sur quelle activité, etc. Sur telle activité, je vais travailler sur tel objectif d'apprentissage. Du coup, l'idée, c'est vraiment que c'est un outil pour les élèves. Eh bien, il y a la question de Tamer. Je pense qu'on va rentrer vraiment dans le concret du curriculum. On a parlé du lien avec le fonctionnement de la mémoire. Je retrace un peu notre déroulé. Bim, bim, bim. J'aurais envie qu'on prenne un exemple très concret, si tu veux bien. Je me perds un peu dans notre déroulé. Ouais, on a parlé, parce qu'on a parlé un peu de tout. Non, allez, je veux bien qu'on parte d'un exemple d'objectif d'apprentissage. Alors, si tu veux bien. Ce que je peux faire, c'est... j'ai pas mal d'exemples de lycée, mais j'ai aussi un exemple de collège. On peut partir d'un exemple de collège, ça partira plus du monde. Donc moi, je suis en physique. Oui. En collège, j'ai 1h30 par semaine. Donc j'ai 6 objectifs sur l'année. Donc, j'avais un objectif qui était de maîtriser les grandeurs physiques. Donc les grandeurs physiques, c'est un outil didactique. Donc il y a énormément d'objectifs d'apprentissage à aller chercher du côté de la didactique de vos disciplines. Moi, j'avais les grandeurs physiques, j'avais la proportionnalité, qui est quelque chose qu'on va utiliser dans plusieurs chapitres, etc. Et j'avais le vocabulaire. Le vocabulaire, il est dans tous les curriculums. Un autre qui est dans pas mal de curriculums, c'est analyser un énoncé. Alors moi, du coup, il y a la question de quelles sont les validations qu'on va mettre sur analyser un énoncé. Comment je peux savoir que l'élève analyse un énoncé? Et du coup, je vais savoir parce que je vais aller lui demander de faire un brouillon et je vais aller relever son brouillon. Donc, moi, ça s'appelle pas analyser, ça s'appelle faire un brouillon. Du coup, comme je garde en langage élève, faire un brouillon. Et donc, j'ai donné 4 étapes aux élèves pour apprendre à faire un brouillon, pour que quand ils soient devant un exercice qu'ils ne savent pas commencer, ils peuvent se dire, ah mais attends, je vais sortir mon petit outil brouillon, je vais faire mes étapes, et ça va m'aider à baisser la surcharge cognitive, pour prendre du recul et trouver moi-même le lien entre ce que j'ai dit. Oui, c'est l'idée de sur une marche trop haute, je crée des marches intermédiaires. Exactement, l'étayage, c'est ça, créer des marches intermédiaires, mais si on n'apprend pas à nos élèves à faire ces marches intermédiaires, encore une fois, si on ne leur apprend pas, tous ont du mal à le faire. Enfin, il y en a qui arrivent, il y en a qui n'y arrivent pas. Donc, le brouillon, ça, c'est un peu aussi systématique. Ça va être, par exemple, en EPS, on ne l'aura pas. Mais dès qu'on est sur une discipline écrite, bon. Même en art plastique, il y a un brouillon, il est un peu différent, mais il y a aussi cette notion de brouillon. Et après, j'avais écrire un compte-rendu, manipuler en TP, donc des choses qu'on va retrouver dans les sciences expérimentales un peu larges. Il faut faire attention à ne pas avoir des compétences trop larges du type raisonner.
Raisonner, je Ouais. l'adore, Mmh. celui-là. Mmh. Il était dans les programmes à un moment. Mmh. En fait, on n'a qu'à pas s'embêter à enseigner plein de trucs aux élèves, on va juste leur apprendre à raisonner, puis ce sera fait. Ouais. Et en fait, comment est-ce qu'on voit que ça marche pas? C'est quand on fait les critères de validation. Mmh. Et comment je vais savoir qu'un élève a su raisonner? Je n'ai pas à pouvoir faire un critère de validation qui marche sur tous les exercices. Mmh. Parce qu'en fait, raisonner, ça veut dire utiliser le bon outil didactique. Du coup, il va falloir faire un objectif d'apprentissage Mmh. par outil didactique. Mmh. Et du coup, ça m'en faisait 6. J'avais une partie, enfin voilà, il y avait TP. Alors, dès que les élèves sont en production, ça peut être en TP, ça peut être en tâche finale, ça peut être en contrôle, ça peut être parce qu'on leur en TP, enfin en TD. Dès qu'ils sont en production, Mmh. je vais regarder ce qu'ils font ou je leur demandais de me rendre. Si je vois ils mettent en tête de leur copie ou de leur travail, je travaille tel objectif d'apprentissage. Et si je vois que l'objectif d'apprentissage est bien mobilisé, qu'il y a les étapes du schéma mental qui est bien respecté, hop, je valide. Ok. Mais c'est toi qui le choisis ou Non, c'est l'élève qui marque en tête de copie ce qu'il veut. Donc là, on voit bien, je dirais, la valeur de ce choix, c'est qu'un élève devant une tâche va devoir en tout premier lieu choisir la compétence qu'il mobilise finalement. Exactement. Là, on trouve les 4 pieds de l'apprentissage de N. La première chose qui permet l'apprentissage, c'est l'attention. Il faut que l'élève soit focalisé sur ce qu'il apprend. Et c'est beaucoup plus puissant quand c'est lui qui dit sur quoi il focalise que quand le prof lui a dit on focalise là-dessus. Si on te dit on focalise là-dessus, il y a 3/4 des élèves, ils se écoutaient pas à ce moment-là, ils ont oublié. Mais alors là, pour le coup, c'est une question tout à fait naïve, c'est-à-dire que sur une même activité, tu peux avoir des élèves qui choisissent des compétences différentes. Ok. Tout à fait. Très bien. Ouais, okay. Et je vais même m'en servir parce que, par exemple, sur des tâches complexes, je vais les faire travailler en équipe de 4. Travailler en équipe, mais vous demandez chacun un objectif d'apprentissage différent. Donc, réfléchissent, mais il y en a un, il a plus l'œil sur le vocabulaire, il y en a un, il a plus l'œil sur la manipulation, il y en a un, il a plus l'œil sur justement le brouillon ou l'outil didactique qui est utilisé. Enfin, voilà. Et ça permet de faire des tâches complexes assez facilement aussi. Ok. Du coup, encore une question naïve. Ton curriculum est prêt dès le début de l'année? Ok. On peut le faire maintenant. C'est ton socle, en fait. C'est ça. C'est ça. C'est ce que je vais leur apprendre. Je sais dès le début de l'année ce que je dois leur apprendre. Alors, la première année, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que un curriculum, comment est-ce qu'on sait si un curriculum est bien ou pas bien? C'est qu'il existe. Ok. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de curriculum, un curriculum qui existe et un curriculum bien. Mais on ne gagne pas énormément entre le moment où on l'améliore et le moment où on le fait. Donc, à la limite, il faut juste faire quelque chose. La première année, moi, j'ai fait ça, hein, j'ai fait un truc. Et j'ai changé à Noël quand même. J'ai changé un tiers à Noël en mode. Enfin, à la fin du premier trimestre, je me dis non, mais en fait, ceux-là, vous voyez, on n'arrive pas à les valider. On les voit bien quand ça ne marche pas, c'est que vous n'arrivez pas à valider. Si on n'arrive pas à valider, on change en autre chose, ou on a trouvé un autre outil didactique, on rajoute. Et après, je gardais le même. Et à la fin de l'année, je l'ai rechangé. Je pense que c'est difficile de changer plus d'une fois par an pour les élèves. Mais ça vaut mieux se lancer avec quelque chose de pas parfait qu'avec rien. Oui, et ce que j'entends aussi, c'est que finalement, c'est une dynamique dans tes classes, c'est que le feedback de tes élèves est important. C'est-à-dire que des élèves qui te disent, non mais en fait, moi cet objectif-là, je ne sais jamais quand le mobiliser, c'est que tu as dû te planter sur ta formulation, quoi. Oui, ou même sans se planter, ça montre justement que peut-être que c'est pas suffisamment explicite. Et que peut-être moi, en tant qu'enseignant, il y a ce truc-là, à moi de faire le travail d'explicitation. On peut même se poser en classe si c'est un objectif important et que les élèves disent on ne comprend pas. Ok, on se pose en classe. Alors, pour faire ça, par exemple, l'exemple que je prends, c'est que j'ai un collègue qui avait mis comme objectif s'organiser dans son travail, je crois, en cours. Être efficace dans son heure de cours. Ok. Là, bon, les élèves, du coup, ils disent je suis efficace et tout. Quels sont les critères de validation? Donc, ils sont posés en classe. Ils ont dit ok, comment est-ce qu'on sait qu'on est prêt pour l'heure de cours? C'était en collège. Du coup, en classe, ils se sont dit ça veut dire que dans les 5 premières minutes, la trousse est sur la table, elle est ouverte, on a la feuille de ce qu'on va faire.
ils avaient fait la liste comme ça, précise, de ce qu'il fallait avoir dans les 5 premières minutes. Au bout de 5 minutes, ils regardaient, tous ceux qui avaient fait ces choses-là, hop, ils les validaient. Et puis voilà. Alors, il y a une question d'Anne-Cécile sur le lien avec le LSU. Si tu veux bien, on va se la garder juste pour plus tard. Moi, je veux bien qu'on aille vraiment sur le concret. En tout cas, moi, j'ai compris comment le construire. Et au quotidien, comment tu l'actives? Voilà, ça marche comment au quotidien? Comment tu le présentes aux élèves en début d'année et comment au quotidien, c'est un outil, ça devient un outil du quotidien pour toi et tes élèves. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que pour que ça fonctionne pour les élèves, il faut que c'est un sens pour les élèves, donc il faut qu'il y ait une note associée. Donc moi, ce que je fais jusqu'en terminale, c'est qu'en gros, ils n'ont qu'une note par trimestre qui correspond à une note d'apprentissage. Il n'y a pas d'évaluation des performances. Enfin, il y en a, il y a des contrôles, il y a des notes, mais elles ne comptent pas. Ok. Ce qui compte sur le bulletin, c'est pas comment tu as performé le jour J, parce que quand tu es en seconde, ton jour J, c'est 2 ans après, donc tu te plantes, c'est normal, puisque tu n'es pas prêt. Voilà. Dire aux élèves, tu n'es pas prêt, il suffit de leur dire, pas besoin de leur mettre une mauvaise note. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as appris aujourd'hui. Ce que tu as appris, la liste des choses que tu as appris aujourd'hui. Donc ça fera chose. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une note en fin de trimestre qui va dépendre du nombre de validations. Plus l'élève a de validations, meilleure sera sa note en fin de trimestre. D'accord. Du coup, les élèves après, du coup, là, on va beaucoup dans l'autorégulation, etc. C'est-à-dire que l'élève, en début du trimestre, je fais un temps où je réfléchis à les élèves sur quelle note ils visent. Du coup, s'ils visent telle note, combien de validations ça fait? Et du coup, s'il y a tant de validations, combien il faut que j'en ai par semaine? Combien il faut que je rentre de travail, etc., etc. J'ai perdu ma question parce que j'étais en train de lire la question. Après, je peux répondre à la question de Anne. Oui, vas-y. Donc, le problème du temps horaire, il se résout assez facilement avec le curriculum parce que comme on part du temps horaire pour construire le curriculum, en fait, le rythme de validation est toujours le même. Là, typiquement, 1h30, du coup, tu as 6 compétences, ou moi, ce que j'appelle des objectifs d'apprentissage. Voilà. Aux élèves, je dis que c'est des compétences parce qu'ils comprennent le mot. On s'en moque, en fait, du mot. Ce qui compte, c'est 6 trucs que tes élèves doivent maîtriser. Voilà. 6 machins. 6 machins, mais que les élèves doivent maîtriser. Ouais, c'est ça. À la fin de l'année. Et tout de suite, 6, ça devient faisable. Parce que moi, en collège, j'avais aussi les élèves 1h30. Et les 6, déjà, c'est beaucoup. Les bons élèves, ils doivent vraiment être au taquet pour valider les 6 3 fois. Mais effectivement, on est limité, donc on ne peut pas en faire plus. Point. On n'en fait pas plus. Ok, alors moi, j'ai une question qui est le lien avec la hiérarchie, le lien avec nos obligations ou les obligations qu'on pense avoir, parce que je pense que c'est différent. Du coup, concrètement, je pense que, et je vois bien derrière la question d'Anne, on se sent obligé d'avoir plein de notes sur son trimestre, sur plein de choses différentes. Et là, du coup, on pourrait peut-être terminer sur la question de l'évaluation constructive et qu'est-ce que tu gardes à la fin et comment tu le justifies auprès de tes élèves, auprès des parents et auprès de notre institution. Du coup, avec ce curriculum, on peut du coup passer à un type d'évaluation qu'on appelle l'évaluation constructive. Et moi, tout simplement, je présente ça aux élèves, aux parents, à la direction début d'année. Il faut voir que le premier principe de l'évaluation constructive, c'est que c'est compatible avec la culture et l'institution. Donc, l'institution, qu'est-ce qu'elle nous demande concrètement? Elle ne nous demande pas d'avoir plein de notes et de faire une moyenne. Elle nous demande d'avoir une note sur un bulletin. Oui, tout à fait. Moi, j'ai une note sur un bulletin. Que demandent les parents? Ils demandent que quand les élèves travaillent et ont un peu de mal, ils aient au moins la moyenne, que quand ils sont très bons, ils aient des bonnes notes. J'ai ça aussi, parce que du coup, les élèves qui vont chercher à valider, ils vont être très bons, ils vont avoir des bonnes notes. Les élèves qui travaillent, ils vont chercher à valider, du coup, ils auront des notes. Et du coup, ça se fait assez naturellement. Ce qui demande aussi, l'épreuve principale de l'institution, c'est d'avoir des notes intermédiaires. On ne peut pas, par exemple, juste mettre la première note mi-novembre. À un moment, ils vont avoir les parents, rendez-vous de parents, ils vont devoir... Ce que je fais, c'est qu'à tout ça, ou une première moitié de trimestre, je mets une note indicative.
qui correspond au doigt mouillé, ce que moi je vois l'élève qui fait, etc. Ok, d'accord. Un peu plus basse, comme ça, si jamais sur le bulletin c'est mieux. Ça permet que les élèves qui sont un peu perdus voient: «Ah mais attends, mais j'ai 8 en physique, qu'est-ce que ça veut dire?» «Bah ouais, tu as 8, regarde, tu valides pas assez, tu es pas assez impliqué, Mhm. du coup il faut te motiver». Et du coup, je mets cette note qui vient de ma tête, hein, qui est indicative pour justement envoyer un message. Une note, pour moi, c'est un message plus Mhm. qu'une mesure. Mhm. Mhm. Et ça, tu expliques ça à tes élèves? Tu leur expliques enfin, sur quoi est basée cette note ou pas Ah oui, bah forcément? oui, puisqu'ils savent, Oui, c'est puisqu'ils se ça. fixent c'est eux qui se C'est ça. fixent leur objectif en début de trimestre. Oui, bah, Mhm. pour avoir telle note, je dois faire ça, et cetera. Ouais. Donc ils savent dès le début, et cetera. Mhm. Puis leur curriculum est long, ils valident au fur et à mesure, et cetera. Mhm. Ce Mhm. qu'on voit concrètement, c'est que du coup, il y a la tête de classe qui est hyper au taquet, qui a bien compris qu'en fait, ils peuvent avoir 20, tu vois? Mhm. Ouais. Mhm. Ils peuvent avoir. «Ah, Ouais. on peut avoir 20». Bah ouais, tu peux. Alors c'est beaucoup de boulot, hein, vous allez Ouais, voir, ouais. Mhm. mais du coup, ils se disent: «Mais en fait, je suis pas obligée de bosser dans le vide, je peux aller bosser les choses que la prof, elle veut que je fasse et Mhm. lui montrer que Mhm. je maîtrise, Mhm. et une fois que je montre que je maîtrise, j'ai une validation et puis c'est bon». Donc eux, ils vont être au taquet, il y a pas besoin de s'en occuper, ils vont vous poursuivre avec des devoirs de maison en vous demandant des validations, vous dire: «Ah mais tel objectif, c'est quoi les critères?» et cetera. Donc faut s'en servir aussi parce que c'est eux qui défrichent. Mhm. Mhm. Si eux, ils y arrivent pas, ceux d'après, ils y arriveront pas. Après, vous avez, le ventre de enfin le milieu de la classe qui commence doucement, et donc souvent, je les envoie pas mal se faire aider par la tête de classe. Ouais. Ils Mhm. comprennent. Au bout d'un mois, ils comprennent, ils disent: «OK, voilà». Donc ça vaut aussi le coup de mes élèves l'avaient fait naturellement, ils avaient fait un document avec, les objectifs d'apprentissage à faire en premier parce qu'ils étaient faciles, Ah, ceux à faire après parce que voilà, et ceux aller vraiment quand on veut aller chercher ouais. vraiment. Donc je Mhm. l'ai fait, rouge, orange, vert, et du coup, ils le font tout seuls, donc faut aussi les Mhm. aider, et ça va avec la dernière partie qui est la queue de classe. Ceux-là, l'autorégulation, c'est compliqué, donc il faut vraiment aller leur dire: «OK, non mais toi, l'objectif que tu vas faire en ce moment, c'est celui-là. Mhm. Sur Mhm. ta copie, ce que je vois, c'est ça». Mhm. Au lieu Mhm. d'avoir 35 élèves à gérer, on en a que 10, Tout à fait. Mhm. Mhm. et du coup, c'est beaucoup plus gérable. Merci pour ces explications. Je crois que j'ai compris. Je veux bien que vous profitiez de ces dernières minutes pour poser vos questions. Avec ce que vous attendiez au départ, est-ce que ça a répondu ou pas? Il y avait une question avec le lien avec le LSU. Ouais. Alors, Je veux bien qu'on y réponde maintenant. pour moi, il est plus large, le lien avec le LSU, il est aussi le lien avec le socle, avec tous les documents Ouais. officiels. Mmh. Il faut faire attention. Le document officiel, il est écrit pour les profs, il n'est pas écrit pour les élèves. Mmh. Et le curriculum, il est écrit pour les élèves. Donc, heu, j'ai pas enfin déjà, c'est sûr que l'intitulé va pas. Mmh. Il faut le mettre en langage élève. Mmh. C'est pas, voilà, c'est le nom de enfin voilà, c'est utiliser les unités, c'est, la boucle de courant, c'est, Mmh. conjuguer au présent, ou, c'est, utiliser une carte. Mais il faut vraiment que le vocabulaire soit du vocabulaire élève. Mmh. Et ces compétences de LSU, alors, je sais plus parce qu'elles changent tout le temps, pourtant je les remplis cette année, hein. Elles sont aussi souvent très larges, et du coup, Mmh. on n'a pas ces schémas mentaux avec 4 étapes, Mmh. Mmh. et quand c bon, voilà. Après, s'il y en a une qui marche dans le LSU, on ne la jette pas. Mais moi, Mmh. souvent, ce que je fais, c'est que pour remplir le LSU, enfin, je fais ça à une époque quand j'étais au taquet, et que je remplissais encore le LSU correctement. Heu, une compétence du LSU était déclinée en 3-4 objectifs Mmh. d'apprentissage. Parce que, je sais plus, il y avait interpréter, bah, par exemple, interpréter, ça veut dire faire un brouillon, être capable de faire le chemin de résolution, enfin, on Mmh. associait plusieurs objectifs d'apprentissage à cela. Parce que souvent, c'est trop gros. Ouais, tout à fait. Mmh. Ok. Je veux bien qu'on essaye de refaire le chemin, pas à l'envers, mais vraiment en résumé, parce que on s'est dit beaucoup de choses. Hein. Alors, il y a Canel qui pose une question. Une fiche objective correspond-elle à ton curriculum? Alors, moi, là, j'ai un déficit de vocabulaire. Je ne sais pas à Aussi. quoi correspond une fiche objective. Alors, je peux tenter une Ouais, réponse, notamment en ouais. histoire géo. Je sais que les enseignants, souvent, ils ont des fiches qui décrivent une façon de faire quelque chose. Mhm. Souvent, ça, si on a envie de faire une fiche pour expliciter un truc, c'est que c'est un objectif d'apprentissage. Ok. D'accord.
Et Très bien. voilà. Et sur les étapes du LSU, Bettina qui me demande quelles sont les étapes du LSU, je ne sais pas. Quand je parle de 4 étapes, c'est vraiment en fait, c'est vrai qu'on a pas vraiment expliqué, mais les critères de validation pour un objectif, ils doivent être 4 maximum. Mm. Parce que sinon, ça ne rentre pas dans la mémoire de travail des élèves qui ont des petites C'est mémoires de ça. travail. Ouais, tout à fait. C'est que si mon objectif il demande trop de choses, eh ben je suis sûre de mettre mes élèves en échec, quoi. L'idée, voilà, c'est qu'ils remplissent ces 4 cases dans sa mémoire de travail toujours avec le même sens pour qu'au bout d'un moment, le cerveau dise: «Ah, mais c'est quand j'ai 1, j'ai toujours 2, j'ai toujours 3, j'ai toujours 4. Je vais faire une Et case, donc, hop, 1, 2, 3, 4». c'est ça. Et s'il Exactement. a besoin de vider et de remettre, le cerveau ne va pas faire ça. Ouais, tout à fait. Allez, on s'essaye à Allez, refaire, vas-y. à refaire le chemin. Euh, le programme, c'est ce qu'on présente à nos élèves. C'est notre mission. Mais notre mission n'est pas que nos élèves maîtrisent tous les points du programme. Donc, l'idée, c'est de construire un curriculum et de faire des focus, des priorisations sur des éléments, des compétences qui vont explicites, que tu construis selon le nombre d'heures que tu as, que tu as tes classes. Et en construisant ce curriculum, tu l'explicites aux élèves et tes élèves choisissent à leur rythme, selon les activités que tu leur proposes, de travailler telle ou telle compétence. Ça, c'est OK. Un document de synthèse dans lequel tu as tous tes objectifs explicités avec tous tes élèves, un document partagé avec tes élèves qui leur permet de suivre leur apprentissage et leur apprentissage. J'ai oublié une chose, pour chacun des objectifs, trois validations à 3 moments différents ou sur 3 activités différentes, 3 contextes différents. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Bah, sur chaque objectif, l'idée, c'est d'écrire des critères de C'est ça. validation. Oui. Au Les maximum critères 4. de, ouais, c'est Pour ça. expliciter, toujours, on est dans l'explicitation. Et critères de validation, finalement, qui te donnent un guide pour accompagner tes élèves à travailler. Puisque tes indicateurs d'évaluation seront ceux-là, eh bien, tu sais que tu as à outiller tes élèves sur cet indicateur-là, 4 maximum, pour ne pas dépasser la mémoire de travail. J'adore, merci beaucoup. J'espère que ça a été aussi clair pour vous. Il y a peut-être, est-ce que, parce que j'ai vu quelqu'un qui aurait peut-être, c'est vrai que des fois on a besoin d'un exemple pour voir, est-ce que tu as un exemple écrit à nous partager ou pas? Alors moi, je peux vous donner mon curriculum de physique. Alors attention, c'est un exemple et ça est dans mon contexte, mes élèves, etc. Donc, faut Oui, vraiment. je pense que, moi je sais que, en tout cas dans ma logique de compréhension des choses, là par exemple je comprends et c'est vrai que de voir un exemple, je pense que ça finit ah ouais, ok, c'est bien ça que j'avais imaginé et on peut se lancer. Donc si tu veux bien partager. Oui, après c'est un curriculum compliqué, c'est suite terminale, c'est pour ça qu'à l'oral je vous ai donné suite 5e qui était. Ok, très bien. Mais je peux partager, ouais. Ok, super. Alors, on va pas le partager à l'écran, si tu veux. Tu le mettras dans le chat du Facebook ou pas? Je C'est peux faire possible, ça. ça? Voilà, comme ça, vous pouvez le retrouver. Vraiment, merci beaucoup, Marie-Camille, pour cet exemple très concret. Et puis, du coup, c'est le moment de construire ça. On est le 24 août. Il y a le temps. C'est cool. Très bien. Et puis du coup, ça me permet de faire le lien avec le live de Daniel Favre hier. Ça peut être aussi l'objet des premières séances avec tes élèves, de construire ce référentiel commun, ce vocabulaire commun, ces modalités communes. Et Daniel hier me disait que c'était vraiment le terreau fertile pour construire la confiance et la sécurité nécessaire pour apprendre. Donc voilà, on voit bien le lien que l'on peut faire. Merci beaucoup, merci à vous tous. Demain, on se retrouve avec Julien qui a fondé le site Organisologie
Et on va parler d'organisation personnelle, de temps de travail, d'optimisation de son temps de travail. C'est des questions que vous vous posez beaucoup et qu'on se pose tous dans nos mondes qui vont à 100 000 à l'heure. Donc, on y répondra demain. Encore merci à vous toutes et tous qui ont été là aujourd'hui. Merci à toi, Marie-Camille. Bonne fin d'été, bonne reprise et à très bientôt. À très bientôt.